Alors, bonjour à tous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Comme prévu, je vous délivre aujourd'hui une vidéo donc qui reprend un peu le travail que vous aviez à faire dans la semaine. Donc sur le chapitre 2 de Sciences politiques, comment s'organise la vie politique. Alors, il me semble que j'avais commencé ce chapitre avec une de mes 3 secondes, donc c'est pas grave, hein. Donc, je vous avais demandé de travailler sur le dossier 1 grand A. Donc on prend notre temps, hein. Je vous avais dit avant les vacances qu'il nous restait que 2 chapitres. Donc on a le temps de le terminer d'ici la fin de l'année. Donc je vous donne un dossier à chaque fois à travailler pour la semaine. Vous avez largement le temps de le faire tranquillement. Et ensuite, je vous enverrai donc le chapitre corrigé, ainsi que donc cette vidéo. Je vous donnerai le lien. Donc pour commencer, première partie, le pouvoir politique sous la Ve République. Par rapport à ce que vous avez travaillé, 2 objectifs principaux: connaître les principales spécificités du pouvoir politique. Donc on commence par le premier document, le pouvoir politique, un pouvoir spécifique, et par la relation de pouvoir. Donc définir la relation de pouvoir. Donc vous aviez une BD là, 3 vignettes où A exerce un pouvoir sur B, donc les parents qui exercent un pouvoir sur les enfants, dans la mesure où il obtient de B une action que ce dernier n'aurait pas effectuée autrement. Donc les enfants n'étaient pas à la base très chauds pour aller voir les grands-parents, et malgré tout, A a pu exercer son pouvoir sur B. Donc pourquoi ces vignettes illustrent-elles la définition donnée par le Robert Dahl d'une relation de pouvoir? Donc là on vient de le dire. Et chercher 2 exemples de relations de pouvoir au sein de la famille et de l'école. Alors moi je vous ai mis quelques exemples ici. Vous en avez trouvé certainement d'autres. Donc là, exemple, un enfant qui arrive à convaincre ses parents d'aller effectuer par exemple un séjour à Disneyland. Donc là, ça va être l'effet inverse. C'est l'enfant qui va pouvoir exercer un certain pouvoir sur ses parents, alors que ces derniers, à la base, ne voulaient pas effectuer telle ou telle action. Donc s'il arrive à les convaincre, il a pu exercer une certaine, voilà, la relation de pouvoir a pu s'exercer. Au niveau de l'école, exemple classique, professeur de mathématiques ou de SES qui impose un travail supplémentaire aux élèves qui n'ont pas rendu un devoir dans les temps. Donc là, pareil, c'est l'enseignant qui exerce son pouvoir sur l'élève qui n'a pas respecté les règles et qui va devoir du coup s'exécuter et effectuer le travail supplémentaire. Donc c'est pourquoi le pouvoir, là vous avez la définition, c'est la capacité d'obtenir d'autrui des actions qu'ils n'auraient pas effectuées d'eux-mêmes. Donc les parents détiennent du pouvoir, un enseignant par rapport au règlement intérieur, donc un employeur par rapport à un contrat de travail, etc. Il y a donc différentes formes de pouvoir. Mais nous, ce qui va nous intéresser sur ce chapitre, vous l'avez bien compris, ça va être le pouvoir politique, qui est un pouvoir parmi d'autres formes de pouvoir. Donc document 2, l'objectif c'est de comprendre le pouvoir politique, qu'il s'exerce sur l'ensemble d'une communauté humaine. Ça va être effectivement la principale caractéristique, la principale spécificité du pouvoir politique, ce qu'on vous demande à la première question. Donc vous l'aviez dans le texte, il fallait reprendre simplement la phrase. La caractéristique essentielle du pouvoir politique est qu'il s'exerce sur l'ensemble de la société. Donc une fois que vous connaissez ça, 3 exemples, on vous demande, parmi ces 3 exemples, distinguer celles qui relèvent justement du pouvoir politique. Donc là, pas de problème. L'Assemblée nationale vote une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Ça va être une loi qui va s'appliquer à l'ensemble de la population. Donc là, ça relève bien du pouvoir politique. Par contre, professeur de SES qui décide d'appliquer de nouvelles règles de vie de classe, ou encore vos parents qui vous interdisent de sortir samedi soir, ça ne va pas s'appliquer à l'ensemble de la population. Donc là, ça ne relève pas du pouvoir politique. Donc le pouvoir politique diffère des autres pouvoirs dans la mesure où il s'exerce sur toute la société. Donc là, pas de souci. Document 3, les différentes sources du pouvoir politique. L'objectif était le suivant, comprendre que le pouvoir politique s'appuie sur au moins une forme de légitimité. Donc là, on reprend le sociologue Max Weber. Donc pour lui, la domination suppose que la relation de pouvoir soit reconnue comme légitime, c'est-à-dire acceptée par ceux qui la subissent.
Pour lui, il existe trois types de domination légitime. Donc, la domination traditionnelle, qui va être liée à la croyance en la valeur de la tradition, donc exemple au niveau de la royauté. La domination charismatique, liée à la croyance dans les qualités exceptionnelles d'un individu. Vous avez l'exemple de Napoléon Bonaparte ici. Et enfin, donc celle qui s'exerce aujourd'hui dans notre société, la domination légale rationnelle, qui va être liée à la croyance en la légitimité des règles et des fonctions. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, ainsi que François Hollande, l'ancien président. Donc selon vous, quelle qualité exceptionnelle Bonaparte avait-il aux yeux de ses soldats? Donc vous avez peut-être étudié Napoléon Bonaparte en histoire. Donc c'était tout simplement un meneur exceptionnel, un meneur d'hommes exceptionnel, un général qui était respecté du fait qu'il était un fin stratège. Donc il avait énormément de charisme du coup, d'où la fameuse domination charismatique, c'est-à-dire que les hommes le suivaient, répondaient à ses ordres parce qu'ils croyaient en ses qualités de meneur d'hommes. Donc là, vous avez les réponses hein, de toute manière. Ensuite, au niveau de la domination traditionnelle, donc là, on vous demandait sur quelle tradition la légitimité de Louis XIV s'appuyait-elle? Donc là, c'est sur la croyance du fait que, alors déjà, le roi, pour le peuple, pour la population, avait un certain pouvoir divin. Donc ça, c'était la première des choses. Et puis, quel autre type de tradition? Bah, le fait que c'était le fils aîné du roi qui devait prendre sa place. Donc ça, c'était lié à la croyance liée à cette époque-là. Donc un des fils, le fils aîné du roi, devait par la suite, à sa mort, reprendre sa place. Et puis le roi avait les pleins pouvoirs. Il était considéré comme quelqu'un, comme un être divin. Donc d'où la domination traditionnelle qui s'appliquait à cette époque-là. Qu'est-ce qui explique la légitimité cette fois-ci des présidents de la Ve République? Bah, cette légitimité, le fait qu'on accepte le pouvoir qui s'exerce, le fait qu'on accepte ce type de domination, bah, c'est tout simplement parce qu'elle est justement légale, rationnelle, c'est-à-dire elle est liée au fait qu'on a élu ces personnes au pouvoir. Donc forcément, s'ils sont élus au suffrage universel par l'ensemble de la population, le pouvoir qui va s'exercer derrière, ben, c'est le peuple qui le leur a donné et du coup, il est légitime aux yeux de la population. Donc les citoyens vont croire en la légitimité de cette règle, donc en celle de la fonction du président. On l'a élu, donc on lui attribue ses pouvoirs, donc le fait qu'il exerce ses pouvoirs derrière va être considéré comme légitime. Donc le pouvoir sur l'ensemble de la société a pris différentes formes, on vient de le voir. Aujourd'hui, la base du pouvoir politique repose sur sa légitimité, c'est-à-dire sur le fait qu'il émane du suffrage universel, règle respectée et reconnue par tous. Alors ici, vous avez sur ce document-là un exemple concret du pouvoir politique et comment est-ce qu'il s'exerce, comment est-ce qu'il peut s'exercer. Comprendre que le pouvoir politique détient le monopole de la violence physique légitime. Donc là, deux cas de figure. Manifestation, vous avez des CRS face à des manifestants. On vous demande donc ici lesquels disposent du monopole de la violence physique légitime. Donc là, évidemment, ça va être les CRS. Hein. Pourquoi est-ce que cette violence physique qui peut s'appliquer, on le voit à travers les images de reportage, notamment lorsque vous avez eu les manifestations de Gilets jaunes, où les CRS notamment faisaient usage de leur flashball. Donc il y a eu énormément de personnes qui ont perdu par exemple l'usage d'un œil, etc. Malgré tout, pourquoi est-ce que cette violence physique est légitime? Bah, tout simplement parce qu'elle est encadrée par la loi et cette loi vise le maintien de l'ordre et la cohésion sociale. Donc les CRS, dans le cadre de leur mission, ont la possibilité, ont le droit d'exercer, de faire usage de la violence physique pour maintenir l'ordre public. Ça fait partie de leurs attributions et c'est légitime parce que ça fait partie d'une loi, c'est encadré par une loi.
Donc, du fait que la domination politique est reconnue comme étant légitime, la violence exercée envers ceux qui ne respecteraient pas la loi est également légitime et acceptée, voire tolérée. Donc là, les manifestants, logiquement, ils peuvent rien dire, quoi. Certains prennent des coups, essayent de porter plainte, mais malgré tout, si cet usage de la violence n'est pas abusif, encore une fois, il ne faut pas que ce soit abusif, parce que certains tirs de flashball étaient abusifs et donc certains policiers ont été traînés en justice et ont été accusés de violence gratuite, entre guillemets. Il existe ce qu'on appelle la police des polices. Donc c'est la police justement qui enquête lorsqu'il y a des plaintes contre des policiers. Et s'il s'avère que le policier a été trop extrême, n'est pas resté dans le cadre de la loi, il peut justement être accusé et être condamné. Donc là, encore une fois, faut pas que cet usage de la violence légitime, qui est légitime certes, mais qui ne doit pas être abusive. Pour terminer, donc cette partie grand A, donc grand 1, grand A, vous aviez donc une synthèse classique à trous avec les différents termes à placer, donc pour vérifier votre compréhension. Donc là, vous vérifierez en consultant cette vidéo ou en consultant le fichier que je vais vous envoyer. Donc on y va. Le pouvoir politique repose donc sur la capacité d'obtenir de la part des gouvernés un certain nombre d'actions qu'ils n'auraient pas effectuées sinon. Un pouvoir politique est légitime, c'est-à-dire qu'il est reconnu et accepté par tous les citoyens. En effet, un régime politique ne peut pas durer s'il assoit sa domination uniquement sur la contrainte et la force. On a vu ce qui s'est passé avec les rois de France, hein, notamment un qui s'est fait décapiter. Selon Max Weber, la légitimité des gouvernants repose, selon les régimes politiques, sur la tradition, le charisme ou la légalité. Cette dernière forme, donc qui est la forme actuelle de notre société, même s'il y a toujours cette notion de charisme qui joue, hein. Président de la République, il est élu certes au suffrage universel, mais la population élut également un candidat en fonction du charisme qu'il va dégager également. Là, vous pouvez prendre l'exemple du général de Gaulle notamment, qui avait un très haut charisme et il avait justement cette fameuse domination charismatique, en plus de cette domination légale rationnelle. Donc cette dernière forme confère donc sa véritable légitimité au pouvoir politique. Donc là on a placé les 10 termes. Donc voilà comment s'achève cette synthèse. Donc pour la semaine prochaine, comme d'habitude, vous travaillez, vous avez le temps, vous travaillez de nouveau euh, de manière autonome, de manière sérieuse. Je vous laisse le temps, je vous envoie le fichier sur lequel travailler, et puis dans une semaine, même démarche, vidéo plus fichier corrigé. Et puis lorsqu'on aura terminé ce chapitre, si jamais le confinement n'est pas terminé, on fera une évaluation sur ce chapitre-là, qui se fera à distance du coup, en ligne. Et la note évidemment comptera pour le troisième trimestre. Donc voilà, bonne journée à vous, bon week-end